Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse cet après-midi où on ne souhaite pas introduire de nouvelles mesures d'assouplissement, mais nous voulons expliquer celles que nous avons prises, donc ce que ça signifie, quelles règles il faut respecter, comment elles seront contrôlées, et nous souhaitons vous donner quelques chiffres concernant les premières phases que nous avons derrière nous. Combien ou ce que la police a contrôlé, ce qui a été verbalisé, et combien de gens ont respecté. Si je vous dis pas de nouvelles mesures à annoncer, c'est d'autant plus important d'expliquer en détail celles que nous avons annoncées, parce que j'ai dû constater ces derniers 2 à 3 jours que certaines personnes n'ont pas encore tout à fait très bien compris ce que nous avons annoncé, ce qui sera possible à partir de lundi prochain. J'ai dû le constater au public et aussi ce qu'on a interprété à gauche et à droite pour les différentes décisions. C'est pour ça qu'il est tellement important que nous sachions tous quelles sont les règles à partir de lundi prochain, pourquoi il faut, ou comment il faut les contrôler et pourquoi c'est tellement important de s'y tenir. À partir de lundi, on aura de nouveau le droit de circuler librement, de suivre une série d'activités sous certaines conditions. Bien entendu, ce ne sera pas comme c'était avant le coronavirus. Il y a un certain nombre de conditions qui y sont liées. Pendant les 3 semaines à venir, on va voir si on peut utiliser plus de sa propre responsabilité, y compris celle de nous deux ici. Si avec davantage d'autoresponsabilisation, nous pouvons avoir la maîtrise de ce virus. Ça signifie qu'il va dépendre des 3 semaines à venir s'il y aura un échec ou pas par rapport à ce qui va se passer après. Ça veut dire d'autres comportements au cours des 3 semaines à venir. Ça concernera également d'autres personnes qui sont encore en confinement pour le moment. Par exemple, quelques secteurs économiques comme le secteur de l'Oresca, la restauration, la branche des cafés. Donc ça dépendra de cela pour voir si ces secteurs pourront ouvrir plus tard. Donc nous avons donc une grande responsabilité par rapport à ceux qui continuent dans le confinement pour le moment. Regardons un petit peu en arrière. Pendant les dernières semaines, je veux d'ailleurs remercier toute la population. J'ai eu peu de problèmes. Les gens étaient extrêmement disciplinés. Il y a eu très peu de plaintes auprès de l'IGP, l'inspection générale de la police, et très peu de plaintes aussi chez nous par rapport à ce qui était contrôlé et comment cela a été contrôlé. Il y a eu 26 plaintes qui sont rentrées à la police, 5 chez moi au ministère. L'IGP, il y en a eu 9. Dont 3 ont été retenus. Donc pour une, il y a une enquête et par rapport à 2, il y a une enquête administrative qui prendra cours. Je vous dis ceci pour souligner que d'une part, la police fait son travail, ses contrôles, mais d'autre part, le citoyen a toujours des droits. S'il trouve qu'il a été injustement traité, il a toujours une possibilité de recours. Mais en général, ces plaintes montrent tout au long de ces semaines qu'on a fait du bon travail. Monsieur Schranz va vous donner davantage de chiffres par rapport à ces contrôles plus tard et également va vous dire ce qui va changer. Si je vous dis qu'on ne va rien annoncer de neuf, je veux insister sur ce qui est indiqué ici, surtout les images à gauche et à droite. À droite, c'est la distanciation qu'on doit avoir l'un à l'autre. Et à gauche, c'est le port du masque, un élément qui s'est rajouté par la suite. Le masque n'est non seulement obligatoire au transport public, mais également quand on se rend dans des commerces, quand on fait son shopping, ou alors si on n'a pas la possibilité de garder une distance de 2 mètres. Alors c'est très important de porter le masque.
Les deux choses vont bien entendu ensemble. Le plus important, c'est de garder la distance. Si on proclame ces règles, c'est parce que le virus se transmet le plus quand on parle, ces petites gouttelettes qui émanent de nous. Et c'est pour ça que ces deux éléments sont extrêmement importants. Et si on veut insister sur cette propre responsabilité, j'y insiste, le gouvernement aussi, il faut dans cette mesure se tenir à ces règles. Donc c'est extrêmement important de le comprendre. Les activités ne peuvent être faites que sous ces conditions sanitaires telles qu'elles ont été fixées. Ça sonne un peu de manière banale. On me dit toujours, vous répétez la même chose. Mais si nous répétons tout ça, c'est parce que c'est tellement important de le répéter. Puisque même si la majorité de la population s'y tient et les chiffres dont nous disposons le prouvent, il y a toujours, en revanche, des personnes qui ne s'y tiennent pas. C'est pour ça qu'il est tellement important qu'on insiste et qu'on agisse de manière responsable afin de garder le dessus. Pour ce qui est des activités qui sont permises, il y a également une réunion d'un maximum de 20 personnes, d'un groupe de 20 personnes dans un lieu public. Et là, j'ai dû lire pas mal de petites choses qui ont été, je pense, mal interprétées. Cela veut dire uniquement dans une pièce publique, donc pas dans son jardin. Par exemple, pas ceci, pas organiser une soirée à quelque part. Donc j'ai lu un article où on a dit c'est courageux si ceci est possible. Ceci n'est pas possible, j'insiste. Il est interdit d'organiser une soirée dans son jardin. Pourquoi? Vous voyez l'ambiance qui prévaut ici. Ça montre comment nous fonctionnons tous. Si nous organisons une telle réunion, même si nous y allons en étant conscients qu'il faut respecter les conditions sanitaires, à un moment, au long de la soirée, on ne se rendra plus compte, on se lâchera un peu et on commencera à fêter. Et c'est justement ça qu'il faut éviter, parce que le plus grand risque vient du fait qu'il y a de plus grands rassemblements. Parce qu'à ce moment, s'il y en a un qui est infecté, il propage le virus, et c'est là que se trouvent les grands risques qu'il faut absolument éviter. Même si on était super content de pouvoir fêter de la sorte, ce n'est pas encore le moment pour le faire. Profitons maintenant du fait que la première étape est derrière nous et faisons en sorte de tenir à cette règle dans l'espace public, réunion de maximum 20 personnes. Ensuite, nous pouvons encore inviter chez soi, de manière privée, 6 personnes. Ceci, c'est évidemment pour permettre davantage de contacts sociaux. On a eu de la peine à ne plus pouvoir voir certains membres de la famille, certains amis, ne plus pouvoir inviter du monde chez soi. Là aussi, les conditions sanitaires restent d'application. Il faut faire en sorte de les observer à la maison, et nous vraiment appelons à votre responsabilité propre, parce que c'est sur cette dernière qu'il faut compter pour que ça marche. Donc le contact social est important, nous le faisons pour tout le monde, mais il faut en garder la maîtrise. Donc ceci n'est pas permis, ce qu'on voit sur la photo. Parce que là encore, c'est le même cadre que tout à l'heure. Si on commence à fêter, à danser, donc ça fait partie de l'humain. On aime faire ça, on le sait. Mais là, on se relâche et on se rapproche. Et là, il y a ce danger de contamination, surtout si on ne respecte pas le nombre.
Donc, les possibilités de contact qui sont possibles maintenant, c'est vraiment pour qu'on puisse voir des membres de la famille, des amis, mais dans un cadre tel que le virus puisse être maîtrisé. Ensuite, les transports publics. Le port du masque, c'est obligatoire depuis le 20... donc, c'est d'actualité depuis le 20 octobre. Disons, ça marche relativement bien. Mais je reçois également des réclamations quant au port du masque. Certains chauffeurs de bus rentrent les gens, leur disent de le mettre, donc c'est pas évident toujours. Et je veux quand même rappeler ici que là où le port du masque est obligatoire, la police dressera des PV de 145 €. Donc c'est justement dans les transports publics, il est important de prendre le port du masque très au sérieux. Il faut donc garder cette distance de 2 mètres. Ce n'est pas toujours possible. Alors, si on veut se protéger, il faut porter le masque. Donc, j'en appelle encore une fois à votre responsabilité propre. Voilà de mon côté. Je propose que M. Schranz va nous faire un bilan, tout d'abord des semaines dernières, des contrôles qui ont été faits, des PV dressés, et où nous mettrons l'accent par la suite. Donc, jusqu'à présent, c'était le fait de contrôler qu'on reste à la maison. Et maintenant, donc, nous allons procéder à un contrôle des conditions sanitaires. Monsieur Schranz va nous expliquer comment la police va s'organiser. Merci, Monsieur le ministre. Bon après-midi, Madame, Messieurs. Il a été déjà dit, et c'est la mission de la police en état de crise de garder l'ordre public et de faire en sorte de surveiller si les mesures sont respectées. Cet après-midi, je veux commencer par quelques chiffres. Depuis le début de la crise, il faut savoir que ces chiffres ne sont pas restés constants tout au long des semaines. Ces chiffres ont diminué très fortement au cours des dernières semaines. Pendant tout ce temps, la police a assuré l'accueil pour les citoyens à 4 endroits, donc également pour lutter contre la criminalité. Nous avons assuré, nous avons fait des contrôles dans la circulation, enquête judiciaire, de drogue, etc. À côté des patrouilles normales, nous avons également mis en place des patrouilles Covid 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans tout le pays. Le but de ces patrouilles était de veiller à ce que les conditions du règlement conducal du 18 mars soient respectées. Donc, je peux dire en marge que les agents de tous les services, de tous les départements ont aidé. On a même demandé à des administratifs de participer. Donc, c'était un effort. Donc, 6 000 contrôles ont été effectués sur cette semaine, donc 850 par semaine. Il y a eu 2000 avertissements taxés, la plupart pour des infractions à l'article 1, donc des déplacements non autorisés. Nous avons dressé quelques 80 procès-verbaux. C'était pour toute une série de choses. Par exemple, un café ou un commerce qui ne s'est pas tenu aux règles, ou alors des privés qui ont organisé des fêtes chez eux. En tout, vu dans l'ensemble, ça semble beaucoup, mais suivant notre appréciation sur le terrain, on a estimé que les gens avaient bien compris le message du gouvernement et qu'ils ont respecté les règles. Nous espérons toujours que ceci va continuer. Et on peut affirmer que tout s'est relativement bien passé jusqu'ici. Comme l'a dit le ministre, on a eu donc le e-commissariat qui a reçu quelques 800 messages où les gens nous ont fait des messages et il y avait juste 26 points de critique contre la police, donc c'est vraiment pas beaucoup si on regarde le grand chiffre de contrôle.
Le plus important, c'était de sensibiliser et de raisonner ou de responsabiliser les personnes. Nous avons uniquement verbalisé quand rien d'autre était plus possible, qu'il fallait cette approche-là. Il ne sera jamais notre but d'embêter les personnes parce qu'on sait que c'est déjà très difficile pour tout le monde. Nous agissons juste dans le but d'éviter la propagation du virus. Regardons de l'avant. La phase qui commence lundi prochain signifie que le travail de la police ne va pas diminuer, il sera toujours important. Pendant le confinement, nous avons la chance que tout s'est un petit peu ralenti, moins de cambriolage, moins d'accidents de la circulation, etc. Mais avec le déconfinement, ça changera de nouveau. Quand il y aura plus de circulation, nos missions de base prendront de nouveau plus d'envergure. Plus de liberté, je répète, ça veut dire plus de responsabilité pour tout un chacun. Chaque citoyen n'est pas uniquement responsable pour soi, mais aussi pour les autres. Je pense que tout le monde le comprend, mais malheureusement, ça n'ira pas sans aucun contrôle. Les priorités de nos contrôles dans cette nouvelle phase sont différentes. Comme déjà évoqué, nous n'allons plus mettre en cause les déplacements des personnes parce que le motto « rester à la maison » a été levé. Donc nous avons 3 éléments maintenant qu'on va contrôler. Comme vous l'avez vu sur le slide, c'est le port du masque, les groupements de plus de 6 personnes à la maison ou plus de 20 dans un lieu public. En tant que force de la police, nous aurons une présence plus assurée sur le terrain et en particulier là où il y a beaucoup de monde. Nous voulons éviter que le message du déconfinement soit mal interprété et cet exemple des petites fêtes est bien. Donc, on n'est pas encore arrivé à un moment où on peut organiser des petites fêtes. Et nous n'allons pas faire de phase de sensibilisation, nous allons verbaliser immédiatement parce que je pense qu'on peut partir du principe que tout le monde a compris de quoi il s'agit. La police va communiquer régulièrement sur ce qui s'est passé et pourquoi et quand on a dû intervenir. Un petit message personnel. Je pense qu'il serait idéal si on pouvait rapporter qu'on n'aura constaté aucune infraction. C'est pour ça que je compte sur vous tous. Merci. Il y a certainement des questions qui se posent. Je veux demander pour RTL dans quelle mesure la police a le droit de rentrer chez des personnes pour voir s'il n'y a pas plus d'invités de présents. On ne peut pas simplement pénétrer dans un logement privé, ça c'est clair. Ce n'est pas notre but non plus. Mais on aura certainement un certain nombre d'autres possibilités de constater et d'acter si des personnes ne se tiennent pas aux règles. Et on peut intégrer ceci dans un rapport au parquet qui peut alors évaluer si les éléments d'une sanction sont donnés ou pas. Une question à Monsieur Schranz, Radio 100,7. Qu'en est-il du personnel de la police? Quel était l'état ces dernières semaines et quelle est votre estimation pour le futur? Donc, premièrement, nous avons fait tout pour protéger notre personnel. Point de vue matériel, séparation dans les locaux, point de vue temps également dans nos bureaux. Quand tout a commencé, vous savez, on a été jusqu'à 28 personnes qui étaient malades. Mais pour l'instant, il y a juste une seule personne qui est encore absente. Une question sur l'enquête IGP dont a fait part M. Bausch. De quoi s'agit-il exactement? Si j'ai bien compris, c'était un contrôle, c'est bien ça?
Non, ce sont des citoyens, vous savez, il y a des citoyens qui peuvent s'adresser à l'IGP pour porter plainte s'ils estiment qu'ils ont été traités de manière non conforme. Il s'agit du comportement. C'est un citoyen qui a porté plainte et il y a donc une enquête qui a été ouverte dans un seul cas. Vous ne pouvez pas fournir des détails. Non, donc s'il y a le secret de l'instruction, puisque c'est une enquête, je ne peux pas vous en dire plus. C'est juste l'IGP qui est au courant et c'est bien ainsi. Luxembourg à forte. Ces dernières semaines, il y a eu beaucoup d'incertitudes pour les personnes quant à savoir ce qu'ils peuvent faire ou pas. Ceci tient au fait qu'il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été annoncés aux conférences de presse. Donc, il y avait une liste avec beaucoup de réponses et questions sur l'Internet de la police. Cette liste a disparu. Qui a ordonné cette suppression et pourquoi? J'ai une petite remarque à faire à ce sujet. Au départ, en tant que gouvernement, nous avons choisi qu'il y avait un question-réponse à la police, il y en avait un à l'État. Mais les ministères ont fait ceci de leur propre gré. On a essayé de tout rassembler à l'État. On voulait un endroit central où on peut répondre à toutes les questions. S'y est ajouté que dans cette dernière phase, il y a eu des modifications à ces règles. Parce que les premières règles, il faut savoir, ça a été fait dans l'urgence. Et dans l'urgence, c'est jamais parfait, c'est sûr. Il y avait des contradictions, on a fait des améliorations. Après, nous avons trouvé qu'il y avait peut-être des petites incohérences. Et c'est pour ça, dans la phase finale, la dernière semaine, une fois qu'on savait que le 11 mai, il y aurait un grand changement, donc on a enlevé les réponses. Point de vue communication, c'était peut-être pas très heureux parce que ça a provoqué le fait que la hotline était surchargée. Les gens ont beaucoup appelé. Mais bon, c'était difficile. Mais on n'avait pas de possibilité d'avoir recours à son expérience. Et quand on doit prendre les décisions aussi vite, ça ne peut jamais être parfait. La ministre de la Justice l'a déjà dit. Même durant une conférence de presse, on voit combien il est important qu'il y a du travail législatif qui est fait par le projet, par le Conseil d'État, etc., que c'est un grand déroulement. Et c'est pas pour rien, et on le voit quand on doit prendre des décisions dans l'urgence. RTL, question à M. Schranz, puis une deuxième à tous les deux. Monsieur Schranz, laissez-moi revenir à la question de ma collègue. Concrètement, si vous êtes appelé, si une patrouille remarque qu'il y a une fête, par exemple, qu'est-ce que vous allez faire? En général, on reçoit l'information de quelque part. Donc, il y a certainement un témoin qui peut faire une déclaration. Et puis, on peut voir, si on voit quelque chose de l'extérieur, nous pouvons aussi sonner pour essayer de prendre contact avec les personnes. Mais on ne peut pas forcer une porte pour une contravention. Ce n'est pas pensable. Est-ce qu'il y a un PV ou est-ce que c'est noté, fait suivre au parquet? Nous faisons un rapport au parquet avec les éléments que nous avons pu constater. Alors, il est décidé quelle suite y est donnée. Alors, si vous recevez des appels d'un voisin, si un voisin fait de la délation, est-ce que c'est souhaité ou pas? Ou est-ce que les gens doivent veiller de traiter les uns les autres de manière respectueuse? Je pense que ce que j'ai dit au départ, c'est le plus important. La responsabilité propre dont il faut faire preuve. Et tout le monde doit se comporter de manière correcte. Si un voisin qui informe la police, qui appelle la police, alors la police est obligée de se rendre sur place, voir s'il y a quelque chose à constater. Mais le plus important, c'est tout simple. Il faut respecter les règles
suivant sa propre responsabilité. Alors, c'est la meilleure des possibilités pour qu'on puisse cohabiter avec ce virus pendant une longue période, jusqu'à ce qu'il y ait un médicament ou un vaccin approprié. Et d'ici là, il faut prendre chacun, assumer sa propre responsabilité. Je l'ai dit plus d'une fois, on ne veut pas un état de police. La police n'est pas demandeuse de ça non plus, ni le gouvernement. On ne va pas mettre en place des règles spéciales pour la police. C'est pour ça qu'il est d'autant plus important qu'on réagisse en toute responsabilité. Si la police se rend quelque part, qu'elle constate des infractions, donc il y a un cadre légal qui sera respecté. Un rapport sera fait, envoyé au parquet et les autorités judiciaires prendront la décision de poursuivre ou pas. Pour vous donner un ordre de grandeur, j'ai lu le terme dénonciation et je n'aime pas ça. Les gens nous rapportent des choses, c'est normal. Quand ils voient une voiture suspecte avec des cambrioleurs, ils nous le disent. Et si, je pense qu'il y a des gens qui se fâchent s'ils voient que les autres ne se tiennent pas aux règles auxquelles ils se tiennent. Mais nous avions 80 appels pendant tout ce temps où nous étions confinés. En majorité, c'était des petites choses anodines. Quelquefois, il y avait des réunions régulières ou une grande soirée qui était en route. Et là, je pense que c'est bien qu'on nous le dise, parce que ça concerne tout le monde. Encore une fois, le Luxfort, pour enchaîner avec la question, vous avez montré des images de soirées que vous ne souhaitez pas. Mais qu'est-ce que les gens peuvent ou ne peuvent pas faire chez eux à la maison? Comme déjà dit, des contacts sociaux, ils peuvent en avoir. Ça veut dire recevoir des membres de la famille dans le nombre indiqué, passer une bonne soirée, discuter ensemble. Ce qui est important, c'est que à la maison, on fasse en sorte qu'on puisse se tenir aux règles sanitaires. Si j'invite des gens à manger et je n'ai qu'une table pour 3 personnes, je ne peux pas en inviter 8. Alors, je ne peux pas respecter les règles sanitaires. Alors, si j'habite dans un petit studio de quelques mètres carrés, je ne peux pas recevoir 6 personnes, plus de 3 de la famille. C'est une question de bon sens. Je pense que tout le monde comprend que les contacts sociaux, c'était le plus dur, de ne plus pouvoir voir la famille, etc. Nos amis, pour avoir un petit échange. Et ça pourra avoir lieu. C'est pour ça qu'on a introduit cette mesure. Mais ce n'est pas pour faire des grandes fêtes. Ce n'est pas le moment ni l'endroit pour se faire. Donc ça veut dire les gens doivent rester à la maison et ils doivent porter leur masque et garder 2 mètres de distance. A priori, si une personne entre et on n'a pas un très grand hall d'entrée, on porte son masque. Ce sont les mêmes règles à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et les gens sont priés de respecter ces mesures. Mais étant donné que la police ne rentre pas pour contrôler, nous ne le souhaitons pas. Ici, on veut respecter sa sphère privée. C'est là que joue la responsabilité propre. J'insiste encore. Tout le monde doit bien se rendre compte de ça. Entre membres de la famille, ce n'est pas un problème. C'est toujours la même situation. Ils habitent dans la même maison. C'est pour les personnes de l'extérieur qui entrent. Par rapport à cela, il faut garder la distance sociale. Vous voyez, un peu de marge. Si on s'organise, ça doit être possible avec le chiffre qu'on a donné. Évidemment, si c'est possible en fonction de la place disponible. On est d'accord que si on mange ensemble,
il faut enlever son masque. C'est difficile d'avoir une table pour placer 6 personnes avec 2 mètres de distance. Donc là, il faut enlever le masque. Ça devrait être possible. Alors, organiser la pièce afin de garder les mesures sanitaires. C'est sûr qu'on ne peut pas manger en portant le masque. Mais on peut un peu réfléchir à des possibilités. Je peux m'imaginer comment je l'organiserai tout en respectant les règles. Question de bon sens. On s'organise en fonction du problème qui persiste. Dehors, on ne peut pas vivre sans ces règles. À l'intérieur, c'est la même chose. Sauf ceux qui vivent dans un même ménage. Ils peuvent rester assis à côté l'un à côté de l'autre. Donc, j'ai de la marge pour situer les autres. Autre question. Dans votre fonction de ministre de l'Armée, connaissez-vous avez-vous entendu parler de sportifs qui étaient à Wuhan, qui sont devenus malades? Donc, on a posé la question à Dan Kersh cet après-midi. Il a dit que ce n'était pas de sa compétence, que vous étiez vous avez la compétence si ces personnes-là devraient être testées ou pas. Vous savez, les Jeux de Wuhan ont commencé le 18 octobre jusqu'à fin octobre. J'étais d'ailleurs présent. J'étais à l'ouverture. J'avais un autre rendez-vous en tant que ministre des Transports. Donc, je me suis rendue à l'ouverture. À ce moment, je dois vous dire, personne n'avait entendu parler du virus, du coronavirus, de cette maladie. Personne n'en avait une idée. Ce n'était pas connu par moi quand j'étais là qu'un sportif était malade, même si je n'étais là qu'un jour. Après, j'ai continué mon voyage en Chine. On a pour reposer les questions, donc on n'a pas eu connaissance qu'à ce moment, quelque chose était connu par rapport au virus. Mais je ne peux pas le juger. Le virus n'était pas connu à l'époque et il n'y avait pas de test à l'époque. Il y a des gens qui m'ont demandé est-ce qu'on aurait pu tester les sportifs à ce moment-là, mais comment les aurait testés? Il n'y avait pas de test, on ne connaissait pas le virus. C'était un moment où la question ne se posait pas. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que ce sportif dont on parle, est-ce qu'on doit lui faire un test anticorps? C'est le ministère de la Santé qui doit en discuter. Je ne suis pas docteur, médecin ni scientifique. Je ne sais pas si ça fait du sens de faire un test autant de mois après. Est-ce que c'est fiable? Je n'en sais rien. Mais ça ne me pose pas de problème. Si le ministère de la Santé trouve que c'est intéressant de le faire, je ne suis pas contre. On ne veut rien cacher parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas connu. C'était connu de personne. Moyenne, bonjour, Frédéric Lambert de l'Essentiel. Juste une question par rapport aux violences conjugales. On a remarqué que dans les pays limitrophes, voilà, elle a augmenté. Est-ce que c'est le cas aussi au Luxembourg? Il est prématuré pour pouvoir le confirmer. Dû au confinement, on ne sait pas si on a déjà reçu toutes les informations, si toutes les plaintes ont été portées. Donc, il y a eu une légère hausse des disputes familiales, mais là encore, il faut voir, parce qu'on parle vite de disputes familiales, après on fait l'analyse et qu'on a les résultats devant les yeux, il faudra voir s'il y a une augmentation signifiante. En principe, il y a donc cette hausse au niveau de la dispute familiale, mais pas forcément au niveau de la violence familiale. Une image un peu plus heureuse qu'on a eu l'occasion de voir la semaine dernière, c'était à Rémy, 2 policiers qui se sont arrêtés voilà, pour aider un écolier à faire ses devoirs en allemand. C'était une des belles images aussi de ce confinement. Voilà, comment ça s'est passé pour eux? Est-ce qu'on peut parler un peu de cet instant un petit peu magique dans le confinement? Pardon, dat is natuurlijk maar als van der Dotte Froh, dat is
an den sozialen Medien ganz viel thematisiert gehen. Ich meine, das war ein positive Gest und das weiß auch, dass man nicht immer so schlimm sieht, wie vielleicht gesagt wird. Merci. Merci. Je vous remercie.